La vie, tu dois avoir les rêves. C'est les rêves-là qui te permettent à briser des barrières et des difficultés. C'est bien de rêver et non seulement rêver, mais aussi de travailler, de lutter pour achever ses rêves. Quelque chose que tu fais dans la vie sans rêve, tu fais seulement ça pour t'amuser, tu ne vas pas résister devant des challenges, devant les difficultés, parce que toute chose a une difficulté. Les rêves là, c'est les désirs. Tu veux réaliser quelque chose dans ta vie. Moi, je pourrais te dire que c'est les rêves là qui te poussent à faire quelque chose. C'est les rêves là qui vont t'aider à supporter les difficultés que tu vas te raconter. Vos rêves seront réalisés. Voilà, bonjour chers amis internautes, bienvenue sur notre émission 100% Culture avec votre humble servante Sarah Jolie Spud. Merci parce que je sais que vous êtes déjà nombreux sur vos écrans, je sais que vous êtes nombreux devant vos écrans en train de nous suivre parce que c'est vraiment la bonne place, c'est vraiment la bonne adresse. Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur de venir à l'université qu'on appelle l'université de Northern Kentucky. Alors vous devez savoir chers amis, parce que nous venons de l'Afrique, nous venons partout dans le monde, nous avons des talents. Nous avons des juristes parmi nous, nous avons des médecins, nous avons des économistes, nous avons des communicologues, nous avons plein de gens, mais nous sommes toujours cloués à faire les warehouse. Nous ne savons pas comment commencer, nous ne savons pas où commencer. Alors, 100% Culture, nous avons le souci de vous informer. Nous sommes venus ici à l'université de Northern Kentucky pour fouiller, pour checker, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, pour coacher l'information pour la bino. Alors, ne zappez surtout pas, restez toujours branchés, parce que c'est dans cette émission où vous allez découvrir de grandes choses, vous allez découvrir des choses qui vont vous révolter, chers amis, pour que vous puissiez faire les pas comme les invités que j'ai ici avec moi, comme ils ont fait les pas. Ils ont brisé la ligne du warehouse et ils sont venus se faire inscrire pour leur vie et pour leur futur. Alors, comme je vous l'avais déjà annoncé au début, avec moi deux invités, ils vont se présenter parce qu'ils ont des l'âge. Entre autres, je vais parler déjà à M. César. Bonjour César. Bonjour Sarah. De l'autre côté, je M. Josh. Bonjour Josh. Bonjour Sarah. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît, M. César? On m'appelle César Loaïssa, je viens du Congo, précisément d'Igoma. Moi, je suis dans ma 3e année ici à Northern Kentucky University et je fais l'option de Information Technology, IT, pour ceux qui connaissent ça en sigle. Et je suis là, je suis en train d'étudier le traduire. Ok. Pouvez-vous vous présenter, M. Georges, s'il vous plaît? Moi, c'est Josh Oziri, je suis nigérian de nationalité. Je suis en 4e année ici à Northern Kentucky University et j'étudie le français, la littérature et les relations internes. Oh, ok. Ouais. Vraiment, on sent pourquoi il parle français. Un Nigérien qui parle français parce qu'il fait la littérature. Donc, ne zappez surtout pas rester dans cette chaîne et vous allez vraiment suivre de grandes choses. Alors, comme je l'ai dit, Monsieur César, vous êtes étudiant dans quel domaine? Moi, je suis étudiant dans le domaine de Information Technology, IT, mais je suis en train de focaliser précisément sur les cyber security. Et cyber security, je vais avoir un bachelor's degree dans les cyber security. Chez nous en Afrique, le bachelor's degree c'est la licence. Et puis par après, quand j'ai mon bachelor's degree en cyber security, je vais poursuivre mon master's degree en global security. Ce que vous venez de dire là, le global security, le tout la security, de la manière générale, c'est quoi? Qu'est-ce que tu vas faire dans le marché d'emploi? Dans le marché d'emploi, aujourd'hui, tu vois, on est dans le monde industrialisé. Il y a beaucoup de technologies qu'on est en train de traverser. Et maintenant, on utilise cette même technologie pour sécuriser les informations des personnes, sécuriser les informations des compagnies, sécuriser les informations des gouvernements, les informations des banques. Sinon, quand les informations ne sont pas bien sécurisées, les gens vont toujours voler ça et utiliser ça pour dérober et voler les gens leur argent et leurs identités pour utiliser ça pour leurs miens. Ok. Alors, M. Georges, vous êtes étudiant dans quel domaine déjà comme ça? Comme j'ai dit, je fais le français, la littérature et français et aussi les relations internes. Ok. Alors, M. Georges, comment avez-vous fait pour vous inscrire ici à l'université de Northern Kentucky? C'était quand j'ai fait l'université au Nigeria pour presque 5 ans. Et après cela,
il n'y avait pas de boulot pour moi, donc j'ai décidé de m'inscrire encore à l'école. Donc j'ai fait mes petites recherches par rapport à certaines universités ici aux États-Unis. Et bon, j'avais eu Cincinnati Christian University, Northern Kentucky University, et aussi il y avait Berea College. J'ai eu l'admission à Berea et à Northern Kentucky, mais j'ai préféré venir ici. Ok. Alors de l'autre côté, nous avons M. Georges, M. César. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment est-ce que vous avez fait pour vous inscrire ici à l'université? Tel que vous le savez, nous les Congolais, avant d'aller à l'université, tu dois avoir un diplôme d'État. C'est-à-dire quoi? J'ai quitté le Congo quand j'avais déjà un diplôme d'État et j'avais aussi 2 ans à l'université. Je faisais l'ISC Goma avant de quitter mon pays, avant de venir ici aux États-Unis. Mais quand je suis arrivé ici aux États-Unis, j'ai poursuivi d'abord les collèges. C'est-à-dire quoi? Au collège, on doit d'abord te demander si tu as le diplôme d'État, le diplôme d'État de high school. Maintenant, quand tu as ce diplôme d'État, tu peux maintenant ils peuvent t'inscrire facilement. Et si tu n'as pas ce diplôme d'État, ils ont encore un programme qu'on appelle les GED. Les GED, c'est un programme, chez nous on l'appelle les programmes des adultes. C'est-à-dire qu'on éduque les adultes encore pendant une année ou bien une année et demie pour avoir le diplôme avant que tu ne commences les cours à l'université. Mais en bref, j'avais déjà les diplômes d'État et puis je suis venu ici, je me suis inscrit et c'était bien passé. Quand il y a le diplôme d'État, c'est facile de t'inscrire à l'université ici. Ok, comme M. Georges vient de le dire, quand tu as déjà le diplôme d'État, c'est facile pour t'inscrire à l'université. Vous devez savoir que la plupart d'entre nous, ici aux États-Unis, nous sommes venus par le canal de la dévéloterie. Alors, la première condition de la dévéloterie est d'avoir son diplôme d'État. Pour dire que nous sommes tous qualifiés à étudier, parce que nous avons le minimum degré qui est insisté, nous avons le minimum degré qui est demandé pour faire l'inscription à l'université. Alors, cette émission est là pour vous aider, pour briser la ligne du warehouse. Parce que comme nous avons toujours l'habitude de dire, comme un carton, nous voulons que le système est comme un carton. Alors, voilà pourquoi nous sommes venus ici, qu'on doit des informations pour nos bino. Alors, comme je l'avais déjà dit, ne soyez pas distraits, restez toujours branchés. Nous allons continuer avec nos invités. Je vais demander à M. César. M. César, confirmez-vous l'hypothèse selon laquelle les gens disent que c'est vraiment difficile pour faire les études aux États-Unis parce que la langue, c'est vraiment l'obstacle? Bon, moi, je ne confirme pas cette hypothèse. Je pourrais dire que c'est faux, c'est très faux, parce que toute personne qui vient aux États-Unis, que tu vas à l'école ou pas, tu dois toujours apprendre la langue. Même là où tu vas aller au boulot, tu vas toujours parler la langue. C'est que la langue ne serait pas une barrière pour t'empêcher d'aller à l'école, parce que même les enfants d'ici aux États-Unis, ils apprennent encore l'anglais. Tel que chez nous au Congo, on prend même les Swahili et les Français à l'école. Ici aux États-Unis aussi, que tu sois natif des États-Unis ou bien que tu sois de l'extérieur en train de venir ici, tu dois apprendre encore l'anglais. Ici, quand tu commences les collèges, ils ont les cours là d'anglais auxquels on t'est soumis. Tu dois apprendre ces cours d'anglais. Et les cours d'anglais là ne prennent pas beaucoup de temps. Ça prend seulement peu de temps. 3 mois, tu as déjà un bon anglais là qui te permet d'aborder les cours de l'université. C'est ce que j'avais fait. On l'appelle les ESL. ESL, c'est English as Second Language, que tout le monde prend aux États-Unis. Et ça nous permet d'emboîter les pas de l'école. Merci. Ok, alors qu'est-ce que vous en dites par rapport à cette hypothèse? Par rapport à cela, moi, je vais dire que moi, je n'ai pas pris l'examen que tu... Parce qu'au Nigeria, on parle anglais, bien sûr. Bon, non, oui, on parle anglais au Nigeria, mais ça ce n'est pas une garantie, ça, c'est pas une assurance que quand tu vas venir, si tu vas commencer, on va t'inscrire et tu ne vas pas prendre des cours d'anglais. Parce que je connais certains Nigérians qui ont pris le cours d'anglais ici aussi. Avec mon cas, comme j'ai dit, j'avais fait l'université au Nigeria pour 5 ans. Et donc, j'ai juste transféré mes résultats ici. Donc, et on m'a ramené, on m'a rabaissé on m'a enlevé 2 années. Donc, pour moi, je vais dire que c'est pas vraiment, c'est pas difficile. C'est pas l'obstacle. C'est pas l'obstacle, c'est pas vraiment l'anglais, c'est pas l'obstacle. Le seul obstacle que moi j'ai rencontré ici, c'est comment on dit en anglais, culture shock. Donc c'est un choc de culture. Donc
parce que les Américains, moi j'ai appris l'anglais allemand. Ok. L'anglais britannique. L'anglais britannique, donc pas l'anglais allemand, désolé. J'ai appris ce qu'on appelle le British English. Et donc parfois, quand je suis ici, il y a certains conflits entre moi et mes professeurs aussi, parce que je me rappelle, le semestre passé, j'écris mon anglais, c'est l'anglais britannique. Et quand j'écris, elle me corrige, elle me dit que je suis faux. Mais je lui dis, madame, je ne suis pas faux, parce que ça, donc c'est juste... donc, je pense que dans mon cas, je vais dire que mon cas, c'était un peu différent de celui de M. César. Donc, ma part, c'était pas difficile pour moi, c'était un peu facile puisque j'avais déjà pris les cours en anglais au Nigeria, je l'ai transféré ici. Donc, comme César l'a dit, ce n'est pas l'obstacle parce que ici à l'université, il y a un programme vraiment établi qu'on appelle l'ISL, l'English as a Second Language. So, ce n'est pas vraiment l'obstacle. Si vous avez besoin de vous inscrire, ne vous minimisez pas. Ne vous minimisez pas surtout, ne vous dites pas que non, je ne peux pas aller là-bas parce que je bien anglais, je ne sais pas où commencer. Même les mamans, les mamans disent que non, comment est-ce que je vais faire? Il faut venir parce que nous avons le minimum du degré exigé. Nous avons le diplôme d'État. Alors nous devons tous venir. Vraiment, Toki Mabamba, vous pouvez nous faire inscrire à l'université. Vraiment. Nous allons continuer, comme j'ai toujours l'habitude de vous le dire. J'ai encore des questions à poser par rapport à mes invités. Est-ce que vous avez, je vais commencer à M. Georges. Vous avez une idée sur les scholarships ou bien les loans? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Par rapport aux loans et les scholarships, moi je vais dire, pour moi dans mon cas, quand je suis arrivé ici, je cherchais des scholarships et tout cela. Mais avec le crédit, avec mes résultats du Nigeria, j'avais des bons crédits, donc ils m'ont donné des scholarships, donc ils m'ont donné une bourse quand je suis arrivé avec mes résultats, donc là c'était bon, mais par rapport au loan, ce n'est pas facile d'avoir un loan, donc tu dois avoir quelqu'un qui, si tu qualifies pour un loan, tu dois avoir quelqu'un qui va co-signer pour toi, donc, et ça doit être quelqu'un qui est des États-Unis, donc un citoyen des États-Unis et qui a un bon credit score et tout cela avant qu'on peut te donner cet argent si vous cherchez un loan pour étudier. Ok. Alors, M. César, qu'est-ce que vous en dites par rapport au scholarship et au loan? Par rapport au scholarship et les loans, quand tu viens aux États-Unis, tu as les green card ou bien le permanent resident card. Et que quand tu vas aller t'inscrire à l'université ou bien au collège avec ce green card ou bien le permanent resident card, il y a des scholarships auxquels tu qualifies en tant qu'un résident permanent des États-Unis. Le gouvernement te fait un scholarship. Ça, à ce moment-là, ça peut dépendre de combien d'argent que le gouvernement peut te faire based à ta famille. Si vous êtes nombreux dans la famille, ils peuvent te faire aussi beaucoup d'argent. Si vous n'êtes pas nombreux, on te fait toujours les scholarships auxquels tu vas qualifier. Mais si tu as les permanent resident card qu'on appelle les green card, là-bas tu seras qualifié au scholarship. Et maintenant, tellement que les études aux États-Unis c'est très cher, les scholarships eux-mêmes ne suffisent pas pour te faire scolariser aux États-Unis. Il faut toujours appliquer pour les loans. Et les loans là, bon, quand on parle des loans, c'est une obligation d'avoir les loans? Bon, ce n'est pas une obligation d'avoir les loans, mais si tu veux beaucoup d'argent maintenant pour payer pour toutes tes classes que tu veux prendre, tantôt on conseille aux gens aussi de prendre quelques loans parce que les scholarships, lui seul ne suffit pas. Comment ça ne suffit pas? Ça ne suffit pas parce que même les enfants natifs des États-Unis ici, qu'ils soient nés d'une famille riche ou bien d'une famille pauvre, quand il va au collège, à l'université, toujours on va lui conseiller de prendre des loans qui va combler les lacunes financières sur son scholarship. Et quand tu termines les études, tu vas payer petit à petit les loans, les dettes là que tu as pris. Ça ne va pas te tuer. Non, ça ne va pas te tuer. Ce sont des dettes que le gouvernement te donne. Quand tu termines tes études, tu commences à payer petit à petit jusqu'à ce que tu termines tout. Mais bien sûr, il y a aussi des gens qui étudient sans dette. Yes, il y en a des gens qui étudient sans dette. Ce sont des gens, mais cette catégorie de personnes sont un peu rares.
aux États-Unis, si tu viens d'une famille riche où papa et maman sont tous partis à l'école et qu'ils ont tous des bons boulots, ils peuvent te scolariser, ils peuvent te donner quelques moitiés de l'argent que tu veux pour aller à l'école et d'autres moitiés, ça viendra des scholarships. Mais c'est cas un peu rare. La plupart des gens, ils utilisent les scholarships en combinaison avec des loans. C'est ce qui nous aide ici à achever notre éducation. Ok. Mais ces jours, vous avez un avis contraire par rapport à ça ou comment? Pas vraiment, j'ai pas vraiment d'avis contraire à cela parce que, en fait, il a vraiment dit ce qui se passe ici. Mais pour le cas dans mon cas, c'est un peu différent puisque je suis venu ici, j'ai pris l'examen, je suis allé à l'ambassade américaine pour avoir le visa. Donc, je ne suis pas venu ici comme avec le green card ou bien permanent residence, quoi. Donc, je suis arrivé ici. Donc, je suis avec student visa. Donc, mon cas est différent. Donc, avant d'avoir les loans, en fait, c'est tout. Pour payer pour la scolarité, ce sont mes parents qui prennent soin de cela. Ce sont mes parents qui payent ma scolarité et puisque les scholarships, ce n'est pas facile d'avoir aussi. Donc, mais il y a certains scholarships que vous pouvez avoir comme les need-based scholarships. Donc, c'est-à-dire si vous n'avez pas assez d'argent ou bien vous avez certaines difficultés. Ok, pouvez regarder notre caméra s'il vous plaît. Ah ouais. Donc, si vous n'avez pas assez d'argent ou bien vos parents il y a petites difficultés avec vous, vous pouvez prendre l'application pour faire le need-based scholarship et on ne va pas vraiment vous donner tout l'argent que vous en demandez, mais on va vous donner une bonne somme d'argent qui peut vous assister. Donc, et puis le reste, vous allez vous en occuper de cela. Alors, pour vous, ce n'est pas une obligation de s'endetter? Non, pas vraiment. En fait, j'aimerais bien m'endetter, j'aimerais bien avoir un loan, mais puis, comme je l'ai dit, je suis pas américain. Donc, nous, les étudiants internationaux, on doit avoir quelqu'un qui est des États-Unis qui peut nous aider à co-signer sur ce document avant qu'on peut nous donner ce loan. Alors, M. César, qu'est-ce que vous avez fait pour compenser, si je peux même le dire, pour traduire vos codes ou bien vos notes de l'Université du Congo par rapport ici? Ok, pour traduire mes documents des études du Congo en anglais, ok, tu peux faire ça quand il y a l'information, quand il y a encore au niveau de l'Afrique, tu peux faire ça au niveau de l'Afrique, tu peux traduire ça au niveau de l'Afrique, mais toutefois, si tu n'as pas eu cette chance-là, quand tu arrives ici aux États-Unis, il y a les services qui sont chargés de ça. Même à l'école là où tu vas t'inscrire, tu peux leur toujours demander. Ils ont des différents services là de français et anglais qui aident les étudiants à traduire des informations français en anglais. Donc, moi, je n'ai pas utilisé les services d'ici aux États-Unis, mais j'ai utilisé les services en Afrique. Les services là, ça m'a aidé à traduire mes documents scolaires en anglais. À ce moment-là, j'étais encore au niveau de l'Ouganda, parce qu'en Ouganda, ils parlent anglais. C'est là où j'ai utilisé les services là de traduction. J'ai traduit mes documents quand j'étais encore au niveau de l'Ouganda. Mais si tu n'as pas cette chance, tu peux faire toutefois ça ici aux États-Unis à l'école. Ok. Au-delà de diplôme d'État, qu'est-ce qu'ils ont encore comme besoin? Ils ont besoin comme les bulletins de 5e, de 6e primaire, ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin des bulletins de 6e ou bien des bulletins de 5e. Ce qu'ils ont seulement besoin, c'est ton diplôme d'État et avoir ton green card ou bien ta carte de permanence sur toi. Ils ont besoin de ça. Et les Social Security Card, ils ont besoin de ça. Mais à part ça, ils n'ont pas besoin d'autre chose. Et pour ceux qui ont déjà commencé l'université en Afrique, ils ont déjà commencé et ils ont aussi fini. Ils sont déjà, comme on dit, ils sont déjà gradués, ils ont déjà leur licence. Quand ils veulent venir ici, comment est-ce qu'ils font? Ok, pour ceux qui ont gradué au niveau de l'Afrique, quand ils viennent ici, ils viennent peut-être avec son niveau de licence ou bien de graduat. Quand il arrive ici aux États-Unis, on lui soumet à un test. On va l'évaluer. On va voir si réellement son niveau-là est équivalent à son document qu'il est en train de montrer. Après, s'il passe ces tests, il peut déjà accéder à des boulots de son niveau. Et s'il ne passe pas ces tests, il peut prendre quelques classes au niveau de l'université pour équivaloir son document de l'Afrique
maintenant un document légal des États-Unis. C'est-à-dire quoi? Tu viens de l'Afrique, tu as un diplôme, un bachelor, tu as les degrés de graduat, ou bien tu as les degrés de licence. Ici aux États-Unis, quand tu vas à l'école, on va te mettre à ces tests. Si tu réussis, tu peux aller dans l'année terminale, ou bien si tu ne passes pas bien les tests, on peut te mettre... On peut te reculer d'une classe. On peut te reculer d'une année ou bien des ans, depending on how you perform. Okay. C'est ce qu'on fait ici. Ok. Yeah. So, tout autour d'une année, vous avez combien de trimestres? Autour d'une année, on a 2 semestres. Les 2 semestres-là... Oh, vous n'avez pas de trimestres, vous avez des semestres? On n'a pas de trimestres, okay. On a des semestres. Okay. Les semestres-là, bon, en français, les semestres équivalent à 6 mois. Je pense que c'est ça, les 6 mois, c'est un semestre. Bon, maintenant, aux États-Unis, l'année académique compte 2 semestres. Le premier semestre commence dans le mois d'août, et puis ça se termine dans le mois de décembre. Et le second semestre commence dans le mois de février, et puis ça se termine dans le mois de mai ou bien juin. Bon, c'est comme ça. Alors, M. César, nous voulons savoir, parce que vous avez aussi un job, comment est-ce que vous faites pour combiner les jobs et les classes? Bon, les jobs et les classes, je pense que ce n'est pas quelque chose d'étrange parce qu'on fait même ça chez nous en Afrique. Okay. Chez nous en Afrique, c'est un problème seulement de time management. Il y a quelque chose qu'on appelle le time management. Savoir quoi à faire à quel temps précis. Tu vois? Parce que tout le monde a 24 heures. Tout le monde a 24 heures. Mais pendant ces 24 heures, tu dois dispatcher ces 24 heures. Tu dois te dire, OK, si tu es marié, tu as une femme, tu as des enfants, et tu as le job, et tu as aussi les études. Tu dois faire ça chaque jour dans les 24 heures. Maintenant, pour moi, quand j'étais en train d'étudier part-time, j'étais en train de travailler full-time. C'est-à-dire quoi? J'ai travaillé, je prenais peu de classes et j'ai travaillé beaucoup. Mais quand je me suis dit, non, je dois terminer mes études pour que je laisse ces boulots qui me tuent. Parce qu'il y a des boulots ici aux États-Unis que tu fais ça, tu n'as pas même envie de continuer à vivre. Et le seul moyen de quitter ces boulots, il faut aller prendre les études aussi. Bon, et moi, à un certain moment donné, je me suis décidé, OK, je ne veux plus travailler beaucoup. Je vais seulement aller voir comment je peux prendre beaucoup de classes et travailler peu. Maintenant, je suis en train de travailler part-time et je suis à l'école full-time parce que je veux que je termine mes études le plus bientôt possible pour que je vois comment me disposer dans d'autres choses. Ok, merci beaucoup, M. César. Pouvez-vous regarder notre caméra et puis dire à nos amis africains d'une manière pratique, une parole qui va révolter les Africains qui traînent encore les pas à la maison? Bon, moi, je vais seulement dire à mes chers amis spectateurs africains, que tu sois de l'Est, de l'Ouest, du Nord ou bien du Sud, la vie, tu dois avoir les rêves. C'est les rêves-là qui te permettent de briser des barrières et des difficultés. Quelque chose que tu fais dans la vie sans rêve, tu fais seulement ça pour t'amuser, tu ne vas pas résister devant des challenges, devant les difficultés. Parce que toute chose a une difficulté. Tu peux te rencontrer des difficultés financières, des difficultés morales, sociales, différentes difficultés. Mais si dans toi, tu n'as pas les rêves-là, c'est les désirs. Tu veux réaliser quelque chose dans ta vie. Moi, je pourrais te dire que c'est les rêves-là qui te poussent à faire quelque chose. C'est les rêves-là qui vont t'aider à supporter les difficultés que tu vas te rencontrer. Tu vois, la vie, tu as toujours tantôt des projets, on l'appelle des goals, des projets à court terme, des projets à moyen terme et des projets à long terme. Bon, et c'est toi maintenant de décider, OK, pour faire ce projet à court terme, je vais utiliser ce temps ici. Pour faire ce projet à moyen terme, je vais faire ceci et ça. Et pour maintenant poursuivre mon projet à long terme, je ferai ça ici. Les études ici aux États-Unis, moi, je ne prends pas ça comme un projet à moyen terme ou bien à court terme. Je prends ça comme un projet à long terme parce que ça prend un délai de 5 ans au moins. Okay. 5 ans au moins pour avoir les bachelor's degree. Maintenant, les projets là, quand tu te fixes, c'est les rêves qu'après 5 ans, je vais être ceci, cela. Après 4 ans, je vais déjà accomplir.
Je vais tourner ma caméra de l'autre côté avec M. Georges. M. Georges, comment est-ce que vous faites pour combiner les schools et les jobs? Bon, tout d'abord, comme M. César avait dit, tout le monde a 24 heures. Et ça dépend de vous si vous voulez, ça dépend de vous ce que vous voulez faire avec vos 24 heures chaque jour. Parce que moi, je travaille pendant le summer, je faisais un summer job, mais quand on a commencé ce nouveau semestre, j'ai arrêté de travailler. Mais je reprends encore un nouveau boulot vers la fin du mois. Donc, ma mère me dit souvent que ce que tu fais avec, c'est à toi de décider ce que tu veux faire avec ton temps. Donc, ici aux États-Unis, il n'y a personne pour te dire fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Donc, tu es ici tout seul et ce que tu veux achever dans ton but, ça dépend tout de toi. Donc, si tu veux travailler, si tu veux aller à l'école, si tu veux travailler, tu peux faire les deux. Ça dépend de toi, de la façon dont tu peux, comment je vais dire, manager ton temps. Donc, tout cela dépend de toi. Ok. Ouais. Vraiment, tout cela dépend de toi, comme M. Georges vient de le dire, chers amis. Ne traînez pas, vraiment, hâtez-vous parce que la nouvelle année commence quand déjà? Bon, la nouvelle année académique commence en août et puis ça s'achève en décembre. Et puis, on a l'autre qui commence vers la fin de janvier, la fin de janvier, février, et puis ça s'achève en avril, mai. Donc, non, pas... non, mars, avril, ouais. Alors, votre formation que vous faites, ou bien votre domaine que vous êtes en train de faire, prend combien de temps, combien d'années? Ça prend 4 ans. Ouais, mais comme j'avais déjà transféré de crédit ici, donc je suis arrivé ici l'année passée, donc ça c'est ma deuxième année ici à Northern Kentucky University et c'est mon année finale ici. Ok, tu n'as fait que 2 ans ici? Ouais, juste 2 ans, parce que j'ai transféré des crédits, j'ai transféré mes résultats. Oh. Alors, comme j'avais dit à M. César, comment est-ce que vous faites alors pour convertir les codes, bien les notes de l'Afrique par rapport ici? Bon, il y a 2 options, vraiment, comme M. César aussi avait dit. Soit vous pouvez le faire en Afrique avant de venir ici, ou bien quand vous arrivez ici, il y a certaines sources à travers lesquelles vous pouvez les convertir. Mais moi, avant d'arriver ici, j'ai converti mes résultats, mes notes avec World Education Service. Donc, ils vont convertir vos notes et puis ils vont envoyer ça directement à l'université. Et puis, avant que l'université va même vous donner l'admission ici. Alors, pour ceux qui ont déjà fini, ils ont déjà un diplôme au Congo ou bien en Afrique partout. Il est déjà médecin, il est juriste, il est économiste. Qu'est-ce qu'ils font pour adapter leurs résultats par rapport aux études américaines? Bon, pour cela aussi, comme j'ai dit, vous pouvez utiliser ces services, soit le World Education Service comme moi je l'ai fait, parce que comme j'ai dit, j'avais fini l'université au Nigeria et à Beria University, j'avais reçu l'admission là-bas, mais c'était pour faire mon master's degree. Donc c'était pas pour la licence, c'était pour le master's. Et quand je l'ai envoyé là-bas, mais j'avais choisi de revenir à Northern Kentucky University puisque ma famille, ils sont à Cincinnati, donc c'est un peu plus proche pour moi d'être avec la famille, mais Beria c'est un peu plus loin. Donc, mais tout dépend de vous. Vous pouvez le faire soit ici ou bien soit là-bas en Afrique. Vous pouvez le faire. Il y a les services qui vont faire ça pour vous, donc ce n'est pas difficile. Et avec le master's, avec ceux qui ont déjà la licence, c'est même plus facile à faire. Là, c'est plus facile. Alors, pouvez-vous, M. Georges, regarder notre caméra et puis dire d'une manière pratique des paroles édifiantes, des paroles qui vont vraiment révolter les Africains qui traînent encore les pas à la maison? Tout d'abord, comme je vais dire que c'est bien de rêver et non seulement rêver, mais aussi de travailler, de lutter pour achever ses rêves. Parce que moi-même, j'étais là-bas en Afrique, quand j'ai fini l'école, il n'y avait rien pour moi, je rêvais seulement, mais si je restais là-bas, bras croisés, ces rêves n'allaient pas se réaliser. Donc, j'ai pris ce pas, j'ai pris ce grand pas pour me battre et aussi, je vais dire, il ne faut jamais oublier Dieu, il faut toujours serrer Dieu, il faut prier et vos rêves seront réalisés. Vraiment, il faut beaucoup prier et il faut vraiment ne pas cesser de rêver.
vos rêves seront des réalités lorsque vous allez vraiment vous décider de venir vous inscrire ici à l'université. Alors Georges, je voudrais savoir, parce qu'il y a des gens qui nous regardent maintenant à ce moment, ils savent que nous sommes ici à l'université de Northern Kentucky, mais ils ne savent pas il y a combien d'options, quels sont les domaines qu'ils peuvent trouver ici, parce qu'il y a tant d'universités. Alors quels sont les domaines qu'ils peuvent trouver ici? Ils vont vraiment venir vite pour s'inscrire. Bon, il y a plusieurs domaines ici, peu importe le domaine que vous voulez faire, soit la médecine, la chimie, soit vous voulez être juge et tout ça. Tous ces domaines sont, ils sont acceptés ici à Northern Kentucky University et nous avons les professeurs ici qui sont prêts pour vous enseigner, pour vous amener vers ces domaines. Donc il y a plusieurs domaines, peu importe le domaine que vous voulez, vous pouvez le trouver ici, mais il y a certains domaines que je ne crois pas que Northern Kentucky University offre cela, comme je ne sais pas si, je suis pas certain s'ils offrent l'astronomie, parce que en fait ça c'est pas encore une très grande université, donc pour l'astronomie je ne pense pas, mais les domaines comme le business et tout cela, les affaires et les relations internes et tout ça, vous pouvez le trouver ici. Donc la plupart des domaines de la vie journalière des Africains, on va les trouver ici. Ouais. Alors ici à Northern Kentucky, il y a aussi la politique qu'on appelle la suivi. Après que vous ayez fini vos études, après que l'université vous ait lancé sur le marché d'emploi, il y a aussi une suivi pour savoir comment est-ce que vous vous comportez par rapport au domaine d'emploi, ou bien comment il vous donne seulement le diplôme et puis vous laisse comme ça. Bon, actuellement, quand vous finissez, quand vous avez votre licence ici, ils vous donnent 3 mois de chercher quelque chose à faire. Okay. Donc, ils ne sont pas chargés de vous donner un job ou bien un boulot, n'importe quoi. Là, c'est votre souci. Okay. Donc, c'est à vous de chercher un job. Ils vous donnent 3 mois pour chercher le job quand vous avez fini votre licence ici. Ils vous donnent 3 mois. Si vous n'avez pas cherché le job après 3 mois, vous devez quitter. Ok. Ouais. Il y a aussi comme on appelle ça, des internats ici, ou bien des hommes pour les gens qui ont des familles éloignées, ils veulent étudier, ils ont trouvé une chambre ici dans l'université, il y en a? Donc, si je veux comprendre votre question, vous avez dit quoi? Est-ce qu'il y a aussi des chambres ici à l'université pour des gens qui ont des familles éloignées? Oh, ouais. Bon, oui, il y a les dortoirs, il y a les chambres, il y a les cités. Okay. Il y a les cités, il y a plusieurs cités ici. C'est à vous de choisir la cité où vous voulez aller. Bon, il y a des prix différents. Il y a des cités où il y a deux personnes dans une chambre. Il y a des cités de 4 personnes dans une chambre. Il y a des cités de 1 personne dans une chambre. Donc, ça dépend de vous, de ce que vous avez à poche, de l'argent que vous avez à poche. Okay. Donc, moi, je ne suis pas, je n'habite pas aux cités ici. Moi, j'habite à Cincinnati. Donc, chaque jour, je viens ici à l'école comme nous sommes à Kentucky. Donc, je traverse le pont, je rentre à Cincinnati chaque jour et je reviens ici le matin pour mes cours. Ouais. Ok. Donc voilà, chers amis, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis partout. Merci à vous tous qui avez été là. Merci à toute mon équipe technique et merci à mon invité, Georges, bien sûr. De rien. Merci beaucoup. On se retrouve à la fois prochaine. Ciao.